Bonjour les amis, alors aujourd'hui le thème de cette vidéo c'est pourquoi je n'investis pas dans l'immobilier, tout du moins pourquoi je n'investis plus dans l'immobilier. La première des raisons, c'est ce que l'on voit à l'écran, c'est la courbe des taux du crédit immobilier. Tout simplement parce que les taux sont, on le voit sur cette courbe, on a un taux maximal, un taux moyen et un taux minimal. La plupart des gens qui veulent emprunter aujourd'hui par rapport au prix, je parle surtout du marché immobilier parisien qui était ma spécialité, que je connais très bien. Marché parisien, à mon époque, dans les années 90, quand on investissait dans l'immobilier, on empruntait sur 15 ans. Voilà. Ensuite, on avait terminé nos crédits, c'était fini. Aujourd'hui, un jeune qui veut acquérir un bien immobilier, il doit s'endetter sur 25 ans. Donc j'ai fait une perspective sur la courbe des taux avec en fait une durée d'emprunt sur 25 ans. C'est des taux qui montent, donc plus les taux montent, moins les gens vont pouvoir acheter, puisqu'ils auront une capacité d'endettement qui va diminuer. Donc pour acheter, ils vont être de plus en plus prêts à négocier les prix tout simplement, et puis surtout si les prix ne se négocient pas, les gens qui vendent, ils vendront pas, et s'ils vendent pas, ils seront amenés à baisser leur prix petit à petit. Donc les prix sont hauts, les taux sont bas. C'est les deux premiers points, et donc moi j'ai noté 15 points sur le problème de pourquoi j'investis plus dans l'immobilier. Moi j'ai arrêté d'investir dans l'immobilier bien avant qu'il y ait ces 15 points. J'ai vu moi très rapidement qu'il fallait que je vende mon immobilier. J'avais acheté de l'immobilier dans les années 91-92 sur des prix de moins de 2000 € le mètre carré à Paris, et puis j'ai revendu à partir de 6500, 7000, 8000, et puis j'ai dégagé progressivement. Mais alors donc sur les 15 points, je vous ai déjà donné mes deux premiers critères qui déjà, pour moi, me font dire qu'il ne faut pas investir aujourd'hui dans l'immobilier. Les prix sont hauts, les taux sont en train de grimper. Le troisième point, c'est que la liquidité est énormément moindre qu'en bourse. Rappelez-vous, par exemple, pendant le Covid, moi j'ai eu une situation très délicate pendant le Covid, puisque j'étais très investi sur le pétrole de par la société Total. J'ai réussi à couper ma pause au moment où j'ai voulu couper ma pause. J'ai peut-être pas coupé au meilleur moment, mais j'ai pu prendre mon pognon et partir. Les gens qui étaient dans l'immobilier à l'époque, ils ne pouvaient pas vendre parce qu'on empêchait les gens de vendre, on empêchait les gens de sortir de chez eux, ils étaient confinés, ils ne pouvaient pas prendre de rendez-vous avec leur notaire, etc. Alors déjà que l'immobilier pour vendre un bien, c'est 3 mois minimum. Donc voilà, manque de liquidité pour moi sur un marché qui est fort haut à mon avis. Il y a un quatrième point aussi, c'est le pouvoir d'achat des Français qui s'érode d'année en année. Donc on voit les gens s'appauvrir, ils se pauperisent petit à petit, et puis la classe moyenne, elles font comme neige au soleil. Alors la classe moyenne qui font comme neige au soleil, c'est très inquiétant pour l'immobilier, parce qu'en fait, moi j'ai remarqué deux choses. 3 choses même, c'est que les riches achètent des actions, les pauvres, ils achètent des trucs, ils vont à Lidl, ils achètent des trucs, et la classe moyenne achète de l'immobilier. Voilà. Et surtout, les gens qui ont de l'immobilier sont des gens âgés, en général. Qui dit âgé, sont des gens comme moi, ou plus vieux même. Qui dit âgé, qui dit des gens qui vont mourir. Et donc il y aura de moins en moins de vieux, de moins en moins de classes moyennes, enfin de moins en moins de vieux, non, mais de moins en moins de vieux en possession d'immobilier. Et donc, mais qui va acheter? En fait, pour qu'il y ait une négociation, il faut qu'il y ait un acheteur, un vendeur. Alors avec des gens qui sont de plus en plus pauvres,
des taux d'intérêt qui montent, des insécurités, hein, on va parler des insécurités qu'on trouve à Paris, puisque Paris n'est plus une ville sève, mais aussi les normes. Vous avez de plus en plus de normes strictes et sévères concernant les obligations des propriétaires à faire ceci ou à faire cela. D'un côté, ça peut être pas mal non plus, parce qu'il y a des propriétaires qui exagèrent, parce que ils laissent leurs biens immobiliers dans des états, ils louent dans des états qui sont absolument catastrophiques. Je ne critique pas forcément tout, hein, mais on vous met des taxes de plus en plus. Par exemple, la taxe sur les logements vacants, elle n'existait pas autrefois. Moi, je l'ai connue, je l'ai payée, et puis excusez-moi le terme, mais c'est chiant, parce que, imaginez, moi j'avais des appartements dans tout Paris, et quand le locataire partait, c'était à moi d'aller signaler à l'administration fiscale, donc il fallait que je me déplace, que je signale le truc et tout, et si on ne le faisait pas, au bout de 2 ans, il y a un truc qui marche très bien en France, hein, si les hôpitaux, si l'armée, si la police et la justice et tout ça, si ça fonctionne pas, il y a un truc qui marche très bien, c'est le fisc. Hein. Au bout de 2 ans, vous recevez une lettre et puis vous avez une taxe sur les logements vacants. C'est aussi simple que ça. Donc taxe, et donc voilà. Donc ça fait partie du 5e point, les normes, les taxes. Mais on voit aussi se profiler des faillites d'immeubles. Moi, j'ai été dans un immeuble qui a frôlé la faillite. J'ai vu des immeubles frôler la faillite. Pendant le Covid, hein, il y avait un type là qui était propriétaire des voisins d'un lot dont je suis encore propriétaire. Le gars, il était tranquillement confiné. Le mec, il a 75 ans, il était avec une petite de 20 ans en Tunisie, et puis il voulait pas rentrer, mais il payait pas ses charges, et puis c'était le plus gros propriétaire d'un petit immeuble de 15 lots, et puis il y avait un grec, il y a toujours ce grec d'ailleurs qui est dans cet immeuble, qui a une ardoise, parce que pendant la crise grecque, il a accumulé des charges impayées qu'il rembourse petit à petit, certes, plus 2 ou 3 personnes qui payaient pas leurs charges, parce que pendant le Covid, ils étaient un petit peu le couteau sous la gorge. Et l'immeuble, il était dans une situation où on a dû doubler le fonds de roulement, où moi j'ai eu des problèmes, parce que j'ai eu des infiltrations sur la terrasse, on n'a pas pu faire les travaux, etc. Donc l'immobilier, c'est lourd. Les enfants, c'est lourd. Donc les normes, les faillites d'immeubles, suite à des impayés, parce que les impayés, quand les gens se paupérisent, effectivement, ils ont du mal à payer leurs charges. Donc on a des gens qui sont propriétaires, qui ont un bien immobilier qui leur permet tout juste de joindre les 2 bouts pour avoir un complément de retraite, et donc leur priorité c'est de manger, c'est pas de payer leurs charges. Donc l'immobilier, c'est aussi, voilà, je pense, des faillites d'immeubles qui vont venir les unes derrière les autres, certainement de plus en plus nombreuses. Moi-même, j'ai eu bon, moi, en général, les gens y payent parce qu'ils me connaissent. Je suis super gentil, mais voilà, je vais pas m'étendre là-dessus. Mais bon, les gens, moi, j'ai pas eu d'impayé, jamais eu d'impayé. Mais l'impayé, pour un propriétaire, c'est une épée de Damoclès, hein, au-dessus de sa tête. Donc les impayés, ça peut être quelque chose de grave. Hein. Moi, je vais vous raconter mon histoire. Moi, j'ai fait de l'immobilier au sein d'une SCI à capital variable, et je faisais rentrer des gens dans le capital. Et avec ce capital, et avec du capital que moi j'ajoutais, chaque mois, on achetait un studio à Paris. Chaque mois, à 2000 € le mètre carré, tous les mois, avec l'argent de la banque. À l'époque, le banquier, il prêtait, mais comme ça. Hein. Et donc j'ai fait rentrer des centaines et des centaines de gens au sein de ma société. Et puis un jour, j'ai eu un locataire qui était très bien, il était super sympa, et il payait son loyer, enfin tout allait bien. Moi, le concept de ma SCI, c'était: si vous investissez dans ma SCI, à l'époque on était en francs, si vous investissez 10 000 francs, je vous fais 100 francs de réduction de loyer. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, hein, sur 12 mois, sur 10 000, ça faisait quand même 1200 francs d'économiser, et donc de gains.
quelque part, c'était du gain et c'était non taxable, hein. Il n'y avait pas ni de TVA ni d'impôt là-dessus. Donc c'était du 12% en fait net que vous pouviez faire en investissant chez moi. Et en plus, chaque année, puisqu'on faisait de la bourse aussi, chaque année vous aviez le droit à un dividende. Donc effectivement, avec le dividende, vous aviez un peu plus de 20% d'intéressement sur votre investissement. Et en plus, vous habitiez dans votre argent. Donc c'était un concept très très cool qui a fait une réussite, hein, puisque voilà, chaque mois on achetait des appartements, c'était cool. Mais à force de faire entrer des gens, un jour, je fais rentrer, je ne citerai pas son nom, mais un monsieur qui m'a procuré quelques ennuis. Parce que ce monsieur avait participé aux attentats de Saint-Michel. Vous voyez que c'est loin, hein, déjà tout ça. Et donc j'ai été convoqué par la police parce que j'ai été pris en photo avec lui, donc on m'a mis en filature, etc. Puis bon, ils se sont aperçus qu'effectivement, moi, je n'avais rien à me reprocher. Mais on m'a convoqué quand même pour savoir où il était, parce que évidemment, il a été convoqué au tribunal pour transport d'explosifs et d'armes de guerre, hein, puisque j'ai vu moi les documents. Et donc, il devait se présenter au tribunal et jamais il y a été, hein. Bien sûr, il a quitté la France, il est reparti en Algérie, et puis la France, évidemment, comme l'Algérie n'extrade pas, a perdu l'occasion de mettre quelqu'un sous les verrous, mais au moins il n'est plus là. Maintenant, moi j'avais toujours un bail avec lui, j'avais toujours son capital au sein de ma société, et j'étais embêté. J'ai mis pratiquement 10 ans à pouvoir me séparer de ce monsieur, parce que sa femme, parce que lui avait quitté la France, mais sa femme restait en France. Elle allait le voir tous les mois, bien sûr, puis elle revenait en France pour toucher ses allocations, puisqu'il avait un enfant, allocation, logement, allocation de toutes sortes, hein. Je ne vais pas vous donner la liste des allocations que j'ai pu voir, parce que je devais aider cette dame à faire ses papiers. C'est pour ça que j'ai vu de quoi il était condamné, hein, puisqu'elle ne savait ni lire ni écrire, et donc comme ils avaient quand même confiance en moi, c'est moi qui m'occupais de ses papiers. Globalement, puisqu'il avait quitté la France, il avait abandonné sa femme s'est retrouvée à toucher l'allocation de femme seule, hein. Tant qu'à faire, il faut quand même récompenser les gens, hein, quand ils... Hein. Bon, je vous fais pas de dessin, mais globalement, moi j'avais quand même un petit peu les boules, hein, parce que des impôts, vous en payez, par contre. Et vous pouvez pas expulser les gens comme ça. Donc c'est... voilà. Et la police m'avait bien signifié une chose qui m'a bien marqué, c'est que monsieur, heureusement que vous lui avez fait un bail en bonne et due forme, parce que sinon vous seriez tombé pour soutien logistique à terrorisme. Ça refroidit, hein, les enfants. Alors, le 7e point, après cette petite aparté, c'est que les lois sont, à mon avis, à mon goût, trop protectrices pour les locataires qui ne payent pas. Ils sont trop protectrices pour les squatteurs. Enfin, franchement, on est dans un pays où on marche sur la tête, quoi. Bon. Le 8e point, c'est qu'aujourd'hui, carrément, la baisse des prix de l'immobilier s'est amorcée. Et graphiquement, quand vous faites du graphique, vous regardez une courbe de prix, et effectivement, il y a une amorce de baisse de prix. Jusqu'où va-t-elle s'arrêter? Je ne sais pas. Le 8e point, c'est que... enfin, c'est le 9e point, pardon. C'est que de plus en plus, on vous met des diagnostics... moi j'ai connu l'amiante, la loi Carrez d'abord, l'amiante, ensuite on vous en rajoute chaque jour. Maintenant vous allez au notaire, il faut un caddie, hein, pour amener les dossiers. Franchement, c'est... non, l'immobilier c'est pas drôle, moi qui ai horreur des papiers, de la paperasse, tout ça. Tiens, tenez, vous voyez, le prix moyen du mètre carré, il est à 10 806 €. Et moi je vous dis, hein, 10 806 € pour acheter quelque chose à ce prix-là, il faut acheter... plutôt dans des quartiers là où vous voyez, vous êtes dans les fourchettes un petit peu hautes. Après, effectivement, vous pouvez trouver des prix qui sont
par exemple dans le 19e qui sont à 10 000, et vous allez dans le 16e, vous êtes à 10 000 aussi et quelques. Donc franchement, moi non plus, une chose que je comprends plus non plus, c'est comment on valorise les choses, sachant que quand même, il vaut mieux avoir un appartement dans le 16e que dans le 19e, et je vous en parle en connaissance de cause, puisque moi j'ai investi dans tous les quartiers de Paris pratiquement. Donc franchement, il y a aussi la façon de pricer qui ne va plus aussi sur le marché immobilier parisien. Donc, je vous parlais du 9e point qui était les diagnostics DPE. Et ces diagnostics font qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus vendre si vous êtes mal classé. Donc en fait, l'immobilier est devenu plus dangereux que la bourse, parce que vous voyez, vous êtes dans un quartier là à 10 000 euros le mètre carré, mais vous êtes mal classé au niveau du DPE, vous n'avez plus le droit de louer, vous n'avez plus le droit de vendre. Ben, vous faites quoi? Par contre, vous avez le droit de payer vos charges, hein. Surtout vous avez l'obligation de payer vos charges. Donc on est dans une situation où on marche sur la tête et où l'immobilier, je pense, va aller très mal. D'autant que le 10e point, pour moi aussi, c'est les rendements dans l'immobilier sont faibles, très faibles. Vous avez beaucoup de frais dans l'immobilier et une marge relativement réduite. Donc, franchement, si vous avez un patrimoine, je ne sais pas, qui vous permet... on va prendre mon patrimoine, justement, par exemple, et faire une perspective que par rapport à ce que je génère comme rendement, ce que vous auriez comme rendement avec la même chose en patrimoine immobilier. Donc, et avec un patrimoine comme le mien, vous apercevez que vous n'êtes pas si riche que ça, d'ailleurs, si vous n'avez que de l'immobilier, parce qu'avec un patrimoine comme le mien, vous allez acheter quoi, 2 grands studios dans les beaux quartiers, ou deux petits 2 pièces, et avec ça, vous allez gagner quoi, 1000 euros, 1000 euros par appartement que vous allez louer, moins les charges, moins les frais, moins les remises en état, moins ceci, moins cela. On va voir combien il vous reste, et on va voir combien moi il me reste sur les marchés actions, tout simplement. Et on va le voir tout de suite. Donc on va aller sur le tableau mensualisé de tous les dividendes que je perçois, et vous voyez que tous les mois vous avez une source de dividendes qui est additionnée. Là vous avez les montants versés de dividendes, et là vous avez les loyers nets sur 2 studios. En fait c'est un studio et un petit 2 pièces. Et vous voyez que le loyer net, quand je retire mes frais, c'est 1015 euros, et vous avez les dividendes qui y sont versés tous les mois, et vous voyez que le total annuel, c'est donc 46 905 euros, et donc mensualisé, hein, ça fait 3 909 euros. À savoir qu'en ce moment, j'ai quand même une poche de cash assez importante, donc on peut rajouter ça, hein. Je pense qu'on est plutôt de l'ordre de 4100 à 4200 euros, suivant aussi les mouvements que je peux faire. Là on voit que tout ce qui est en rouge, comme Schneider, AXA, BNP, ça a été vendu, ça sera peut-être acheté, donc c'est pour ça que je les ai laissés en rouge, affiché dans le portefeuille. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que cette poche loyer, c'est de l'argent qui est immobilisé dans de l'immobilier. Si je vendais ces 2 appartements, je pense que je pourrais en tirer 600 000 euros. J'aime pas trop survaloriser, mais je suis certain qu'avec 600 000 euros, je pourrais gagner beaucoup plus que 1015 euros par mois. Voilà, la preuve en est. Et surtout qu'en termes de diversification, quand vous avez et ça c'est le 11e point, quand vous avez 2 appartements et qu'il se passe un problème
dans un de ces appartements, et encore pire si vous avez qu'un seul appartement, quand il se passe un problème comme celui que j'avais rue Longchamp, où vous pouvez plus louer parce que pendant 2 ans l'immeuble n'a pas les moyens de faire des travaux d'étanchéité, et donc il pleut dans votre appartement, et bien là vous pouvez pas louer, il n'y a plus d'argent qui rentre. Et par contre vous êtes toujours co-responsable des charges. Quand vous achetez dans un immeuble, n'oubliez pas, vous êtes co-responsable des charges à payer, et vous êtes co-responsable aussi de ceux qui ne payent pas. Si on ne peut pas récupérer l'argent, tant que vous êtes solvable, vous allez être co-responsable de ces gens-là. Donc pour moi, ce point-là, ça me fait aussi beaucoup réfléchir, alors que en bourse, vous n'êtes pas co-responsable de ce qui se passe. Au pire aller, votre action elle baisse, voilà, elle vaut 0, mais vous n'êtes pas co-responsable. On ne va pas venir vous chercher, vous prendre de l'argent sur ce que vous gagnez ailleurs. Et ça, c'est donc un point important pour moi, qui est la diversification, qui était le 11e point. Le 11e point, c'est un point aussi, on va dire, sur lequel on ne pense jamais que ça peut arriver. Un petit peu comme le Covid, la période Covid, personne ne pouvait penser qu'on allait être confiné, qu'on ne pourrait plus vendre nos appartements, aller chez le notaire et tout ça. Mais c'est des risques de catastrophes naturelles ou des guerres, des choses de ce genre. Imaginez que les gens qui sont là en ce moment en Ukraine, qui avaient des biens immobiliers à Mariupol ou je ne sais où, allez leur dire que l'immobilier c'est super sécure et qu'il n'y a rien de mieux que l'immobilier pour dormir sur ses 2 oreilles. Je ne suis pas certain qu'ils répondront par l'affirmative. Le 13e point, c'est les frais. Les frais de notaire notamment. Quand vous achetez un appartement, à peine, c'est même pas à peine, vous n'avez même pas encore les clés, vous n'êtes même pas rentré dans votre appartement, vous prenez entre 7 à 10% dans la gueule. Déjà, paf, faut payer. Et ça, c'est cash, il n'y a pas de crédit sur les frais de notaire, il n'y a plus de crédit. À une époque, on pouvait, moi, j'ai jamais souhaité participer à ça, je préférais, moi, les payer d'abord. Mais 7 ou 10% de frais de notaire, imaginez quand même que ça fait quand même une grosse différence entre l'achat d'une action où vous avez, si vous démerdez bien, au pire 0,20 à l'aller et 0,20 au retour, c'est-à-dire 0,40. Après, si vous passez chez De Giro ou des brokers beaucoup moins chers, vous êtes carrément à 0,05% de frais de courtage, aller et retour. Donc l'immobilier, on peut aussi le faire de par la bourse. Puis le problème de diversification, c'est quand vous avez donc que 1 ou 2 appartements, quand vous les vendez, vous vendez tout. Et après, qu'est-ce que vous faites? Alors qu'en bourse, vous pouvez alléger d'une partie de vos actions, ou vous pouvez alléger une ligne de toutes vos actions, et vous pouvez avoir beaucoup de lignes, ce qui fait que vous pouvez beaucoup diversifier. Alors l'immobilier, c'est pas vraiment une chose faite pour la diversification. Ensuite, l'immobilier, c'est très chronophage, et ça c'est le 14e point, c'est hyper chronophage. Imaginez que il faut chercher le bien, il faut l'acheter, il y a 3 mois de négociation, de tractation avec le notaire, etc. Ensuite, il faut le rénover, il faut ensuite chercher un locataire, le mettre dedans. Après, s'il part, il faut en retrouver un. Alors, vous pouvez aussi faire ça par des agences, mais alors là, votre rendement, il va encore fondre un peu plus, déjà qu'il n'est pas bien élevé. Puis, par expérience, à ce que je vois, moi, c'est que les agences, en général, je ne veux pas cracher sur toutes les agences, mais elles vous mettent n'importe qui comme locataire. Moi, j'ai souvent vu des gens qui avaient des problèmes avec justement des problèmes avec des locataires qui eux-mêmes n'avaient pas choisi. Enfin, moi, quand je vois les locataires en question, je me dis que bon, moi, j'aurais jamais pris cette personne comme locataire. Donc, voilà. Puis après, il va y avoir des robinets à changer, des problèmes de chauffage, etc. Alors, soit on va vous appeler sans arrêt pour régler ces problèmes, soit vous allez
Donc faire en sorte que ça soit fait par une agence et par quelqu'un d'autre. Mais de toute façon, au demeurant, l'agence va vous appeler pour savoir si vous acceptez de payer pour ceci ou cela. Donc de toute façon, vous allez passer un temps assez important à gérer vos biens immobiliers, et le temps, c'est de l'argent. Et donc moi, si vous déduisez le temps que vous passez là-dedans à un rendement très faible, franchement, je trouve pas ça très judicieux que d'investir dans l'immobilier aujourd'hui, même à crédit d'ailleurs. Le 15e et dernier point, c'est les risques politiques. Alors, risques politiques, je ne parle pas de voir tomber la France dans un régime politique dictatorial, communiste et autres, quoique. Mais le risque politique, parce qu'on voit bien que la droite comme la gauche en France, souvent, ont les mêmes politiques finalement, à des degrés de différence près que... Et quoique, on voit que, par exemple, sous Mitterrand, on a vu que les choses étant, vu qu'il n'y avait plus assez d'argent pour gérer le pays, avec une politique de gauche de même pas 2 ans, hein, seulement en 2 ans de gauche, Mitterrand avait ruiné la France. Faut se rappeler qu'avant Mitterrand, les caisses de la France étaient pleines d'or. Donc on ruine la France, et puis ensuite on augmente les taxes, on augmente les impôts, et puis ça suffit pas, puisque tous les milliardaires s'en vont. Et qu'est-ce qu'on fait? Finalement on privatise. Donc Mitterrand a privatisé. Et privatiser, c'est une politique de droite, normalement. Mais voilà, la gauche l'a fait. Puis de l'autre côté, vous avez des gens de droite qui ont pratiqué pleinement des politiques de gauche. Donc en fait, parfois on est surpris de voir comment nos hommes politiques fonctionnent. Mais peut-on leur faire confiance ? Je vous laisse répondre à cette question. J'y répondrai pas pour ma part, vous savez certainement ce que je pense. Maintenant, ce que je pense, c'est que quel que soit le bord politique qui prenne le pouvoir, en tout cas moi, j'aurais à prendre ces décisions de comment rendre du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Vu l'état où on se trouve aujourd'hui, a priori, il n'y a plus tellement de solutions, puisqu'on a délocalisé toutes nos industries, puisque plus rien ne fonctionne en France, et que finalement la seule solution, ce serait de faire s'écrouler les prix de l'immobilier, de façon à ce que finalement les loyers suivent et baissent drastiquement. Et les loyers étant bas, on se retrouverait avec une petite bouffée d'air pour nos concitoyens qui ne sont pas propriétaires de leur logement, à avoir des loyers plus bas. Et là-dessus, j'aimerais tout simplement vous donner une petite historique de moi, ce que j'ai vécu. Moi, quand j'ai commencé ma vie, j'ai été locataire d'un studio où, à l'époque, j'ai commencé ma vie, j'ai commencé en tant que cheminot, je travaillais à la SNCF et je gagnais à peine plus que le SMIC. Et à l'époque, je mettais 20% de mon salaire dans le loyer de ce studio. Ce studio, aujourd'hui, il est loué 800 €. Le même que j'occupais, parce qu'il existe toujours. Il est loué 800 €. Et encore, c'est pas cher, parce que le propriétaire pourrait certainement louer plus cher. Et le SMIC, il est de l'ordre de 1000 €. C'est-à-dire que à l'époque où moi j'ai commencé à travailler, l'argent qu'on mettait dans son loyer, c'était 20% de ses revenus, en fait. Aujourd'hui, c'est 80% de ses revenus qu'on met pour payer son loyer. À Paris tout du moins. Et donc il y a quelque chose qui ne va pas là-dessus, et moi ça m'interpelle, je m'interroge là-dessus. Est-ce que ça va continuer? Je ne le pense pas. Et donc voilà, je vous ai donné moi tous
tous les points qui font que voilà, il me reste moi 2 biens immobiliers. Enfin, je pense que dès que je peux, j'en vendrai au moins un. Quand mon locataire partira, il est bien probable que je me dessaisisse de cet appartement pour placer cet argent d'une manière plus opportune. Voilà les amis, pour vous dire ce que je pensais de l'immobilier et de pourquoi je n'investirai plus dans l'immobilier. Quoique, on ne sait jamais, hein, si l'immobilier s'écroulait et qu'il perdait 70%, voilà, pourquoi pas s'y remettre. Mais il y a aussi on pourrait rajouter un 16e point, c'est l'âge. Je veux dire, l'immobilier, on fait ça jeune, on ne fait pas ça quand on a 60 ans et plus. Hein. D'ailleurs, les banquiers ne vous prêtent plus, donc c'est même pas la peine d'y penser. À moins de faire ça au sein d'une SCI comme la mienne, je pourrais pourquoi pas me remettre à faire de l'immobilier. Mais globalement, j'ai plus envie, surtout. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses plus intéressantes à faire que l'immobilier. Et il faut aller là où vous pouvez avoir plus de rendement. Et l'immobilier, c'est pas ça qui a le vent en poupe aujourd'hui. Les amis, je vous laisse là, j'arrête mon bavardage et faites votre propre idée, faites de l'immobilier ou pas, mais voilà, je vous ai au moins donné moi tous les points qui me rebutent à investir dans l'immobilier. Passez une bonne fin de journée les amis.